Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour un point lecture. Il était temps parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lectures à vous présenter. Vous allez voir, il y a de tout. Il y a du roman contemporain, il y a du thriller, il y a du roman policier, il y a surtout de la fantasy, du fantastique. Comme d'habitude, je commence par les lectures que j'ai peut-être le moins appréciées pour aller vraiment vers les coups de cœur. On y va, je vous présente tout de suite donc Joueuse de Benoît Philippon aux éditions Le Livre de Poche. C'est un des livres qui faisait partie de la sélection du prix des lecteurs 2021 du mois d'avril, puisque nous sommes au mois de mai. Voilà. Petit livre que j'ai apprécié, mais vraiment sans plus. Alors, Benoît Philippon, c'est l'auteur de Mamie Lugère, je ne sais pas comment on prononce, Mamie Lugère, je pense que ça se prononce comme ça. Dans ce roman-là, il va mettre en scène Zach, qui est joueur de poker, qui fait des coups avec son copain Balou. Donc en fait, ils vont dans les cercles de poker et leur but c'est un peu d'arnaquer, en gros. Mais ils sont quand même très doués. Et ils vont rencontrer Maxine, qui est une femme également joueuse de poker, assez douée. Ils vont d'abord se tourner un petit peu autour, et puis ils vont s'associer pour mener un petit peu à la Ocean Eleven, un dernier gros coup dans lequel 500 000 € sont en jeu et ensuite ils décident d'aller se retirer au soleil. Sauf que bien sûr, vous vous en doutez, les choses ne vont pas se passer comme prévu et ça va un peu déraper. Alors, si vous aimez ambiance poker, gros bras, fille, enfin vous voyez un peu ce genre là, ça va vous plaire. Après moi j'ai trouvé que déjà l'ambiance, l'intrigue mettait beaucoup de temps à se mettre en place. On évolue au début de cercle de poker en cercle de poker avec quand même, disons-le ma foi, des clichés sur ouais, les belles filles, les gros bras, les limousines, les machins, voilà. Tout ce qu'on peut voir dans les films américains, vous le trouvez là-dedans. Et ce qui m'a déplu, c'est que les personnages, en fait l'auteur à vouloir trop donner de profondeur à ses personnages ne les rend plus crédibles. Chaque personnage en fait a été profondément blessé dans sa vie, que ce soit Balou, que ce soit Zach, que ce soit Maxime, ils ont tous vécu des choses traumatisantes, mais tous à l'extrême. Donc en fait déjà c'est très bizarre que ces trois personnages qui ont tous été blessés à l'extrême se réunissent, se retrouvent, voilà, parce que ça fait vraiment, ils pourraient limite fonder un club entre eux. Et je trouve que du coup ça perd de sa crédibilité parce que ils ont tous vraiment vécu des trucs atroces, horribles, qui fait que ça explique leur goût pour se mettre en danger, etc. Après ça c'est très bien, voilà, j'ai passé un bon moment, il y a des scènes un peu violentes qui viennent un petit peu rehausser les choses et je trouve que c'était pas mal. Mais sincèrement, j'en garderai pas un souvenir définitif. À savoir que ce tome en appelle, enfin ce roman appelle une suite. Alors ça se termine, il y a une fin, mais on sent que l'auteur il a envie encore de s'éclater, de rester dans cet univers, et ça appelle une suite. Ensuite, je me suis fait un petit livre, un petit roman d'aventure, puisque j'ai lu Ernetti et l'énigme de Jérusalem de Roland Portlich, c'est aux éditions Albin Michel. C'est un deuxième tome. Je n'ai pas lu le premier et sincèrement ça ne m'a pas du tout pénalisé. Donc dans le premier tome on suivait le père Pellegrino Ernetti qui avait réussi à construire une machine à remonter dans le temps qui s'intitule le chronoviseur. Alors vous, physiquement vous n'allez pas aller dans le temps, mais en fait en gros vous regardez dans un écran et l'écran vous permet de remonter dans le temps comme un peu une télé si vous voulez, et vous faites un peu des zooms. Voilà, ça c'était le premier tome. Dans le deuxième tome, le chronoviseur a été rangé, ça fait 15 ans qu'il dort dans une des caves du Vatican, sauf que une menace, j'allais dire une menace, très intelligent ce que je dis là, en tout cas une découverte menace la religion chrétienne, voire la religion juive, voire la religion musulmane. Et donc le pape demande à Ernetti de remonter son chronoviseur pour retourner dans le temps, pour un petit peu éclaircir les choses autour, en gros, ça tourne autour de ça, de la fondation de la religion chrétienne.
Voilà, on tourne un petit peu autour de ça. Donc Ernetti avec un personnage qui était déjà dans le premier tome et qui est une femme et qui s'appelle, je ne sais plus comment, je sais plus comment elle s'appelle, Natacha, ça y est j'ai retrouvé. Natacha qui est une archéologue vont remonter le chronoviseur, vont remonter le temps et donc vont un petit peu explorer le temps, etc. On est dans un roman un peu à la Da Vinci Code, sauf que ça manque cruellement de peps et je vais pas dire d'action, parce qu'en fait il se passe un truc à tous les chapitres, mais ça manque en fait d'approfondissement. Voilà, c'est un roman qui est assez court, qui ne fait que 400 pages, et je pense que sincèrement c'est un roman qui aurait pu en faire 200 de plus, parce qu'en voulant réduire son temps au niveau des pages, l'action est hyper condensée, tout s'enchaîne, et ça manque vraiment de profondeur. Je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, vous avez le pape qui va convoquer Pellegrino Ernetti, qui va lui dire « Bon bah voilà, je vous charge une nouvelle mission, machin truc ». Et en fait, en 2 phrases, en un dialogue qui fait 2 phrases, il dit « Ok d'accord, je suis d'accord, j'y vais ». Mais tout comme ça, où on cherche quelqu'un d'autre d'aller en mission pour faire des fouilles, etc. Ok d'accord, j'y vais. Tout est comme ça en fait, ils sont tous d'accord, tout va très vite, tout va trop vite, ça manque de profondeur. Du coup c'est dommage parce que je trouvais que l'intrigue en arrière-plan, elle est hyper intéressante, on apprend plein de choses sur la civilisation égyptienne notamment, sur le règne de Néfertiti, de Toutankhamon, ça c'est très très intéressant. Mais alors, ouais, il manque 200 pages, en fait, il manque 200 pages pour que l'intrigue prenne son temps et se déploie. Donc c'est un roman que je vous conseillerais de lire par exemple cet été sur la plage. C'est idéal parce qu'en fait vous n'avez pas besoin de beaucoup de concentration et ça fait le job, ça vous divertit. Mais si vous voulez quelque chose qui prend son temps, avec des énigmes, avec un petit peu de suspense, bah non, ça fera pas le job. Ensuite, je vais vous présenter, donc on est toujours, vous allez voir, je change de style, mais c'est parce qu'on va vers le mieux, le meilleur, ce que j'ai préféré. Je vous présente donc le dernier thriller de M.J. Arledge, c'est Lou, y es-tu, aux éditions Les Escales dans leur collection noire, puisqu'il s'agit ici d'un thriller, roman policier, que j'ai beaucoup aimé, qui a fait bien son job. J'en attendais pas plus, j'en attendais pas moins. C'est pas le thriller de l'année, mais vraiment j'ai passé un très très bon moment. Donc on suit toujours Hélène Grace, puisque c'est sa au moins 10e ou 11e aventure, qui cette fois-ci accueille un petit nouveau dans son équipe, qui s'appelle je ne sais plus comment, bref, c'est pas très très grave. Elle est appelée sur une scène de crime, puisqu'on a retrouvé pendu à un arbre, la tête en bas, un campeur avec des flèches d'arbalète plantées dans le corps. Et il se serait vidé de son sang. Premier meurtre, puis deuxième meurtre qui se produit sur le même motif. Donc c'est sûr, on a affaire à quelqu'un qui a un sérieux motif, qui traque les campeurs, et son kiff c'est de les pendre à un arbre et de les vider de son sang, un peu comme ferait un chasseur avec un lapin. Donc on va suivre, je ne vais pas vous en dire plus, on va suivre donc l'enquête de M.J. Arledge, enquête où au début on ne voit aucun rapport entre ces campeurs. En fait le tueur semble s'attaquer à eux de manière aléatoire. Bien sûr, à un moment donné, on va voir qu'il y a un petit rapprochement entre tout cela. Ça fait partie du bouquin, je ne vous en dirai pas plus. Voilà, c'est rythmé. On entre toujours un petit peu plus dans la vie d'Hélène Grace. Avec son nouveau collègue, il se passe des choses. Je trouve ça pas mal. Ça prend un peu une autre direction. Je trouve que c'est bien ficelé. L'intrigue, elle se tient. J'ai rien à dire. Ça a fait le job. Je l'ai préféré au précédent. Le précédent, je le trouvais trop rapide. Celui-ci, c'est quand même une bonne petite brique qui fait 500 pages. Et je trouve que l'intrigue se tient. C'était agréable. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas non plus le thriller de l'année. Il n'y a pas un retournement de situation de fou. Finalement, on est dans une intrigue assez classique.
mais je trouve que ça a très bien fonctionné et ouais, je vous le conseille aussi, pourquoi pas pour cet été parce que c'était très sympa. Ensuite, j'avance. Alors, un livre un petit peu à part. Je vais peut-être avoir du mal à vous en parler parce qu'il est inclassable. C'est à la fois du thriller, du roman policier, du contemporain, de l'historique, du fantastique. C'est ramassé dans tout ça. Et il s'agit des Voleurs de curiosité de Jess Kidd, publié aux éditions Les Escales, que j'ai beaucoup apprécié. Mais là encore, je vous sors les warnings parce que ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est une histoire très étrange qui glisse vraiment vers le glauque, mais moi, ça m'a beaucoup plu. Nous sommes à Londres au 19e siècle, à la 1863. Et nous allons suivre Bridie Devine, qui est détective. Alors, elle n'est pas détective officiellement. En fait, cette femme qui est veuve, qui est d'une rousseur flamboyante, aide la police, en tout cas aide un ami policier, parce qu'elle a été élevée dans des circonstances un peu spéciales. Elle a été orpheline, en fait elle a été recueillie par je crois qu'il était médecin légiste, et en fait elle a appris à ses côtés. Et donc, quand on est face à un cadavre, par exemple d'un indigent, ou on ne sait pas vraiment quoi faire de ce cadavre, on appelle Bridie parce qu'en fait véritablement elle arrive à lire entre guillemets les corps, à savoir de quelle mort, à quelle mort a succombé la personne, etc. Elle est assez douée dans son genre. Et je vous mets tout de suite dans l'ambiance. On commence donc avec une visite du cimetière par Bridie parce qu'elle est amenée pour examiner un corps. Et quand Bridie traverse ce cimetière, elle voit sur sa gauche, sur une tombe, un homme transparent qui est un fantôme. Elle seule le voit. Ce fantôme s'appelle Ruby. Ils font connaissance, donc elle voit ce fantôme, ils discutent, etc. Tranquillou, comme si tout était normal. Donc c'est le côté fantastique en fait du roman. Et Ruby, qui s'emmerde un peu tout seul dans son cimetière, va choisir de suivre Bridie parce qu'il tombe un petit peu amoureux d'elle. Et donc on va avoir ce duo loufoque, mais qui fonctionne extrêmement bien pendant tout le bouquin, avec Bridie Devine, cette enquêtrice qui n'en est pas une, affublée d'un spectre qui va la suivre partout. Bridie, elle a un grand cœur, sa femme de ménage, sa femme de chambre, enfin celle qui s'occupe de son intérieur, elle l'a recueillie dans un cirque humain, parce qu'on va parler de cirque, vous savez, les monstres, ce qu'on appelait les monstres, qu'on montrait dans les cirques il y a encore pas si longtemps que ça. Vous voyez, c'est ce genre de personne qui va s'attarder vraiment sur ceux qu'on ne considère pas dans la société. Je vous mets un petit peu dans l'ambiance. Elle va être appelée par un homme assez riche, un baron, dont la fille aurait été kidnappée. Sauf que personne n'était au courant qu'il avait cette fille, à part quelques domestiques, parce que cette petite fille était cloîtrée dans une aile du manoir. Et cette petite fille, elle était assez spéciale. Autour d'elle, quand elle était dans une pièce, tout devenait humide. Elle attirait à elle les limaces, les escargots, les lézards. Bref, de là à dire que cette jeune fille était une sirène, il n'y a qu'un pas. Mais je ne vous en dis pas plus, l'histoire est beaucoup plus compliquée. Et le baron ne veut pas que la police se charge de l'enquête parce que cette fille est un peu une créature un peu étrange. On flirte ici avec le folklore irlandais. J'ai adoré, c'était une légende que je ne connaissais pas. Donc certains seront peut-être désarçonnés parce que est-ce qu'on est parti sur quelque chose de médical, de véridique, de rationnel, ou est-ce qu'on est parti carrément sur une légende? Ça fait partie du charme du bouquin. L'intrigue, elle est très classique puisque Bridie en fait va mener l'enquête pour savoir ce qu'est devenue la gamine, qu'est-ce qu'on en a fait, etc. Mais c'est d'un glauque, vous voyez, c'est poisseux, c'est humide, on est dans le monde des monstres de foire, des cirques ambulants, c'est ça. Et moi j'ai adoré, avec cette petite touche de fantastique qui vient saupoudrer un petit peu ce roman policier, ce roman historique, et j'ai adoré surtout Bridie et ce duo qu'elle forme avec le fantôme, c'était vraiment excellent. Donc pour moi c'est une très bonne lecture. Encore une fois je mets les warnings parce que ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est très spécial. Mais voilà, si vous avez un goût pour l'étrange, ça devrait vous plaire. Ensuite, alors
Les 3 prochains, je les ai mis à la fin parce que je les ai non seulement adorés, mais ce sont surtout des suites et des fins de saga. Donc je vais pas passer 3 heures dessus parce que je vais pas vous spoiler, ce serait vraiment dommage. Donc je vais simplement vous résumer un petit peu la situation, vous donner mon sentiment assez rapidement. Donc j'ai enfin terminé et je suis très triste d'avoir fini Un été invincible de Catherine Bardon aux éditions Les Escales. C'était la saga des Déracinés, les 3 premiers tomes, donc c'est le 4e, les 3 premiers sont sortis chez Pocket. C'est une saga que je vous conseille absolument pour cet été où on suit dans le premier tome une famille juive depuis leur fuite, leur exil d'Autriche suite forcément à la Shoah, tous ces immigrés juifs qui veulent fuir vers l'Amérique sauf que les Américains vont les refuser et donc c'est la République dominicaine qui va les accueillir. C'est véridique, c'est fondé, il y a une grosse communauté juive et allemande et autrichienne sur cette île, donc moi j'ai appris plein de choses. Et en fait on va suivre au fil des tomes toute cette famille juive et on suit particulièrement Ruth qui est donc... alors attendez, donc ce sont ses grands-parents qui ont fui, qui étaient juifs, qui ont fui l'Autriche et c'est Ruth en fait qui va nous dérouler toute l'histoire de sa famille. C'est en fait cette saga j'aime particulièrement parce que déjà on est en République dominicaine, on apprend plein de choses sur l'histoire des juifs sur cette île. Ruth c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, j'ai surtout beaucoup aimé sa mère Alma qui est incroyable. On suit les enfants, les petits-enfants, les oncles, les tantes, les cousins, les amis et en fait on a vraiment la sensation quand on retrouve ces personnages de faire partie de la famille. Catherine Bardon elle a un don pour nous projeter au centre de cette famille et on se dit comme si vous les connaissiez en fait, comme si c'était vos cousins, comme si c'était vos cousines, comme si c'était des amis. Vous voyez cette sensation d'être bien avec ces personnages. Et je vous avoue qu'à la fin, j'ai un peu pleuré. Il y a vraiment des scènes qui sont tristes, mais tristes et à la fois joyeuses. Et je trouve que ça fait écho à ce que chacun a pu vivre en fait dans sa propre famille. Et moi j'ai versé ma petite larme. C'était vraiment une chouette histoire et je vous conseille absolument cette saga. Pourquoi pas la débuter cet été, ça se lit hyper bien. Ce tome, il en fait... alors attendez, il fait 415 pages mais j'ai pas vu passer les pages. Ouais, c'était vraiment super bien. Donc allez-y, c'est vraiment une très très bonne saga. Je continue donc avec les suites et fins de saga, puisque malheureusement j'ai lu et j'ai terminé Calam, le tome 2, qui s'intitule Les Deux Royaumes de Paul Béant, c'est dans les éditions Brajlon. On est dans de la pure fantaisie et comment vous dire que j'ai adoré ce bouquin. Je l'ai lu en lecture commune avec Jérôme sur Instagram et on s'est régalé l'un et l'autre avec cette bonne petite bricasse qui fait quand même près de 500 pages. C'était bien. Donc pour vous résumer un petit peu les choses sans vous spoiler, Calam, qu'est-ce que c'est? Calam, c'est un monde de fantaisie dans lequel Maora, ça se prononce Maora, est emprisonnée dans un cachot. Elle va être exécutée, mais avant son exécution, Jean d'Arterac, qui est le conteur officiel de la cour, vient recueillir sa parole parce qu'elle est un témoin clé dans l'ascension, dans la rébellion d'un certain Darendal qui est considéré un peu comme un héros. Nous sommes dans une société où les femmes sont considérées comme des meubles, elles sont vendues. Il y a d'ailleurs un marché où on peut vendre des femmes, en tant qu'esclaves, en tant que prostituées. On vient les acheter comme on achèterait une barquette de poulet. Et donc Darendal s'est élevé contre cette marchandisation de la femme et il a mené avec lui une rébellion féminine et il s'est fait prendre, il s'est fait arrêter, il a été jeté au cachot. Sauf que c'est un monde un peu spécial parce que la parole de Jean d'Arterac est dirigée vers des espèces de statues et ces statues vont porter la parole dans toutes les églises de ce monde et vont renforcer ce qu'on appelle le Calam. Le Calam, c'est un peu l'aura qui entoure le roi, qui entoure le prince et plus Jean d'Arterac va parler, va flatter le roi, va raconter une histoire positive au niveau du roi, plus son Calam va se renforcer, plus il aura de pouvoir. Sauf que Darendal
Donc ce héros arrive ici, rébellion, il libère les femmes, etc. Et donc le calame de Darendal prend aussi beaucoup de place. Et donc Jean d'Artérac veut faire la lumière, lui ce qu'il veut c'est la vérité, il va donc recueillir la parole de Mahorat. Et que va-t-il faire de ce pouvoir de la parole? En fait en gros c'est une réflexion, si on va un petit peu plus loin, sur le pouvoir des mots, le pouvoir de la parole, le pouvoir d'une rumeur qui enfle, le pouvoir de l'histoire, qui fait qu'un homme peut devenir un héros ou peut devenir une brute épaisse. C'est vraiment bien fait parce que vous avez l'histoire de Mahorat qui va raconter donc ce qu'elle a vécu, et en fait ce sont un petit peu comme des poupées russes, tout va s'ouvrir, toutes les histoires vont s'ouvrir les unes après les autres et on va suivre en fait l'ascension et la chute de Darendal. Ce deuxième tome est beaucoup plus violent, il y a beaucoup plus d'action que dans le premier. J'ai même été, je vais pas dire choquée, mais dans le premier en fait c'est assez peinard au niveau de la violence. Là on s'en prend un peu plein la tronche, mais c'était vraiment excellent. Et ça se finit, bah voilà, je n'attendais pas autre chose de cette fin, donc j'en suis ravie. Je vous conseille véritablement ce diptyque, il y a 2 tomes. Le premier est sorti en poche, donc vous pouvez vous le procurer en poche. Le deuxième vient de sortir au mois d'avril et c'est vraiment une très bonne saga de fantasy française, donc allez-y franchement, si vous aimez la fantasy, si vous voulez quelque chose de bien écrit, de bien construit, calame, c'est vraiment de la bonne came. Et enfin je termine avec à nouveau un 3e tome qui clôt une saga. Je suis tellement triste de l'avoir terminé aussi, puisque j'ai fini la saga des Chevauches Brumes de Thibault Latine-Nicolas, donc j'ai lu le tome 3 qui s'intitule Les Grands Corps et c'est publié aux éditions Nemos. Là aussi le premier tome est sorti en poche dans la collection Hélios de chez Nemos. Je vous conseille vraiment cette saga qui est d'une finesse, d'une intelligence, d'une écriture, d'un style incroyable. Ça fait très longtemps que je n'avais pas lu ça chez un auteur français. Donc très rapidement je vous résume un petit peu de quoi ça parle sans entrer dans les détails. On va suivre en fait une troupe de soldats, de mercenaires auxquels on a fait appel parce qu'en fait on est dans un univers de fantasy où une brume maléfique donc, qui est appelée la Horde noire, bah, s'attaque aux paysans, s'attaque au château et bouffe tout sur son passage, en gros. Et les armées n'arrivent pas à le repousser. Et on va faire appel donc à ces personnages qui sont mi-soldats, mi-mercenaires, qui ont fait partie d'une légion et qui vont se battre pour repousser ces forces du mal. C'est très original dans le sens où on est au 15e siècle. Donc bien sûr un 15e siècle de fantasy, mais c'est pas un siècle qu'on a l'habitude de voir. D'habitude on voit plutôt du Moyen-Âge. On a surtout une particularité que j'ai adorée, c'est qu'on a des personnages, des hommes, on a des femmes qui vont rejoindre cette troupe et on a une, comment dire, une fraternité entre ces personnages. On a des dialogues aux petits oignons, on a une gouaille, on a vraiment des personnages qui m'ont beaucoup marqué, qui ont tous, et c'est là où je trouve qu'il est très fort parce qu'il y a une quinzaine de personnages assez marquants, on s'en souvient tous d'eux. On les connaît tous, ils ont tous une particularité, ils sont tous approfondis, ils ont tous de la densité ces personnages-là, et ça marche super bien. Thibault Latine-Nicolas s'est inspiré de ce qu'il a pu lire dans les lettres, dans les récits des poilus pendant la Première Guerre mondiale, cette espèce de fraternité qui rapproche les hommes dans l'horreur, et ça se sent quelque part, et c'est hyper bien fait, c'est hyper bien fichu, ça se lit super bien. Alors le 3e tome c'est le plus costaud, les 2 premiers sont un peu plus fins. Lancez-vous, vous perdrez rien, achetez-vous le premier tome ou allez à la bibliothèque, il est en poche, prenez-le, essayez, c'est vraiment excellent. Le 2e tome, les 2e tomes c'est toujours un petit peu, je dirais pas que c'est un bémol, mais le premier tome il est là, le 2e il est là, et ça remonte avec le 3e tome où on va perdre des personnages auxquels on s'était attaché, il y en avait un que j'adorais, voilà, il fait mourir des personnages sans... bref, c'était excellent, et quand j'ai fermé ce bouquin, je me suis dit bah c'est fini en fait, la saga des Chevauches Brumes elle est terminée, et
J'étais super triste parce que, bon, je me dis que je pourrais toujours les relire. Je sais pas où je les ai rangés. Ah oui, ils sont là-bas, je les ai rangés là-bas. Mais c'était tellement bien. Vraiment, lancez-vous dans cette saga. Si vous aimez la bonne fantasy, encore une fois, allez-y, c'est très 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 bon. Par contre, c'est pas de la fantasy légère, où vous allez vous dire, allez, là, ce soir, je suis fatiguée, je vais lire... Faut quand même être un petit peu concentré pour lire. Parce que il est assez minutieux dans ce qu'il raconte et c'est pas une fantaisie que vous allez facilement oublier. Donc, mais c'est excellent. Voilà pour moi, je veux juste vous montrer ce que je suis en train de lire, qui sera dans le prochain point lecture, parce que j'arrive à la fin et je me régale. Je suis en train de lire La Duperie de Guenièvre de Kiersten White, j'arrive toujours pas à prononcer ce nom, je suis désolée, c'est aux éditions de Saxus. Voilà, et bah contre toute attente, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc peut-être un peu plus young adult, pas du tout, j'aime beaucoup, ça prend son temps, alors attention, c'est pas un tome, c'est un premier tome, hein. Il se passe pas 50 000 trucs, ça prend beaucoup de temps, ça déploie l'intrigue, on parle, voilà, on est surtout sur les personnages, qui sont-ils, etc., les secrets, mais alors... je me régale, pour l'instant c'est super bien. Donc je pense que quand vous aurez cette vidéo en ligne, je l'aurai terminée puisqu'il me reste 75 pages. Voilà. C'en est tout pour moi. Je vous ai présenté donc mes dernières lectures. J'espère que ce point lecture vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me mettre en barre d'infos, pas en barre d'infos, en commentaire, si vous avez aimé, pas aimé, si vous avez lu, pas lu, si ça vous donne envie. De vous les procurer. N'hésitez pas non plus en barre d'infos cette fois-ci de me suivre sur Instagram, c'est là où vous savez que je suis la plus active, pour éventuellement une lecture commune. En attendant, je vous laisse. Je pense que je reviendrai pour un petit book haul. Je pense que ce sera ma prochaine vidéo parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!